Le 14 novembre 1992, un samedi soir ordinaire, Chantal David descend de son appartement du 3e étage, au 47, rue Gambetta, à Reims. Elle tient un petit sac poubelle à la main, celui qu'elle sort chaque week-end vers 20h. Ses voisins l'entendent descendre l'escalier, reconnaissent le bruit familier de ses pas sur les marches en bois. Personne ne se doute qu'elle ne remontera jamais. À 20h30, son mari s'inquiète de son absence. Il descend vérifier. Le sac poubelle repose intact dans le local, mais Chantal a disparu sans laisser la moindre trace. Les gendarmes arrivent rapidement. Ils constatent que la porte de l'appartement est restée entr'ouverte, comme si Chantal comptait revenir dans la minute. Son sac à main, ses clés, son manteau d'hiver sont toujours là. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucun indice matériel. Les enquêteurs interrogent tous les résidents de l'immeuble, inspectent les caves, fouillent les environs. Rien. Chantal David, 62 ans, mère de 2 enfants adultes, s'est volatilisée entre le rez-de-chaussée et le local à poubelle. L'affaire commence dans le silence total d'une disparition inexplicable. 25 ans plus tard, en janvier 2017, une femme âgée se présente dans un centre d'accueil de Châlons-en-Champagne, à 40 km de Reims. Elle porte des vêtements usés, ne possède aucun papier d'identité, mais prononce un nom que personne n'a entendu depuis un quart de siècle, Chantal David. Les travailleurs sociaux alertent immédiatement la police. L'affaire classée de 1992 refait surface brutalement. Mais ce que Chantal raconte aux enquêteurs défie toute logique et contredit radicalement les conclusions initiales de sa disparition. Avant de continuer, j'aimerais savoir une chose. D'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez en commentaire votre ville et l'heure qu'il est chez vous. Cela m'aide à mieux comprendre qui suit ces récits et à adapter les prochaines histoires. Si ce genre d'affaires vous fascine autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune enquête. Un petit like fait également toute la différence pour soutenir ce travail de recherche et de narration. Merci infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons ensemble ce qui s'est réellement passé cette nuit de novembre 1992 à Reims. Reims, novembre 1992. La ville champenoise traverse une période économique difficile. Les usines ferment les unes après les autres, le chômage grimpe, l'insécurité commence à préoccuper les habitants. Le quartier de la rue Gambetta n'est pas le plus défavorisé, mais il connaît une certaine tension sociale. Les immeubles datent des années 50, leurs façades portent les marques du temps. Les commerces de proximité ferment tôt. Le soir venu, les rues se vident rapidement. Dans ce contexte, la disparition d'une habitante en pleine soirée devrait alerter immédiatement. Pourtant, l'enquête qui débute piétine dès les premières heures. Chantal David vit au 3e étage depuis 15 ans. Elle occupe un appartement de 3 pièces avec son mari, Maurice David, retraité de la SNCF. Leurs 2 enfants ont quitté le foyer familial depuis longtemps. Chantal travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite privée. Elle est connue pour sa discrétion, sa ponctualité et son tempérament réservé. Les voisins la décrivent comme une femme effacée, qui salue poliment mais ne s'attarde jamais dans les conversations. Elle n'a pas d'ennemis connus, pas de conflit avec quiconque. Sa routine est immuable, travail, courses, retour à l'appartement. Le samedi soir, elle descend toujours la poubelle, vers 20h. Le soir du 14 novembre, rien ne distingue cette sortie des autres. Maurice David regarde la télévision dans le salon. Chantal lui annonce qu'elle descend jeter les déchets. Elle prend le petit sac blanc, enfile ses chaussons, sort sans fermer la porte à clé. L'escalier principal de l'immeuble dessert 6 étages. Il est éclairé par des minuteries qui fonctionnent correctement ce soir-là. Plusieurs voisins entendent Chantal descendre. Personne ne perçoit de bruit inhabituel, aucun cri, aucune altercation. À 20h15, le silence revient. À 20h30, Maurice commence à s'inquiéter. Sa femme ne reste jamais absente aussi longtemps.
Maurice descend à son tour. Il trouve le sac poubelle intact dans le local prévu à cet effet, au rez-de-chaussée. La porte du local est entr'ouverte, ce qui n'est pas anormal. Il appelle Chantal dans l'escalier, vérifie les étages, sort sur le trottoir. Personne. Il remonte, constate que la porte de l'appartement est toujours entr'ouverte, exactement comme Chantal l'a laissée. Son sac à main repose sur la table de l'entrée. Ses clés sont accrochées au porte-clés mural. Son manteau d'hiver pend dans le placard. Maurice commence à paniquer. Il frappe chez les voisins, demande si quelqu'un a vu sa femme. Tous répondent négativement. À 21h, il appelle la gendarmerie. Les gendarmes arrivent vers 21h30. Ils prennent la déposition de Maurice, inspectent l'appartement, interrogent les résidents présents. L'immeuble compte 24 logements. Ce samedi soir, une dizaine de personnes sont chez elles. Toutes confirment avoir entendu Chantal descendre, mais aucune ne l'a vue physiquement. Les gendarmes fouillent méthodiquement le rez-de-chaussée, les caves, les communs. Ils vérifient les portes donnant sur la rue, inspectent les issues de secours. Tout est en ordre. Aucune trace de lutte, aucun objet déplacé, aucun indice matériel. Chantal David s'est évaporée entre le 3e étage et le local à poubelle, dans un laps de temps inférieur à 15 minutes. L'enquête préliminaire débute immédiatement. Le commandant Pierre Legrand, responsable de la brigade territoriale de Reims, prend l'affaire en main dès le dimanche matin. Il connaît le quartier, sait que les disparitions volontaires sont rares dans ce type d'environnement. Chantal David n'a aucun motif apparent de fugue. Pas de dette, pas de liaison extra-conjugale connue, pas de conflit familial. Son compte bancaire n'a enregistré aucun retrait suspect dans les jours précédents. Les gendarmes interrogent à nouveau Maurice David, qui maintient la même version. Il insiste sur la routine immuable de sa femme, son absence totale de signes de détresse ou de nervosité. Les voisins sont convoqués un par un pour des auditions formelles. Madame Janine Leroy, résidente du 2e étage, confirme avoir entendu Chantal descendre vers 20h. Elle précise que les pas étaient réguliers, sans précipitation. Monsieur André Simon, locataire du 1er étage, regardait la télévision et n'a rien remarqué d'anormal. Madame Yvette Moreau, concierge de l'immeuble depuis 10 ans, affirme que la porte d'entrée principale était bien fermée à clé ce soir-là, comme toujours après 19h. Pour sortir, il faut donc utiliser la clé personnelle ou sonner chez quelqu'un pour activer l'ouverture électrique. Chantal n'avait pas pris sa clé. Cette information interpelle immédiatement le commandant Legrand. Si Chantal n'avait pas sa clé, comment aurait-elle pu sortir de l'immeuble après avoir jeté la poubelle? Quelqu'un aurait-il ouvert la porte depuis l'intérieur? Les gendarmes vérifient le système d'ouverture électrique. Il fonctionne normalement. Aucun résident ne se souvient avoir actionné l'ouverture ce soir-là. L'hypothèse la plus plausible devient alors la suivante. Chantal n'a jamais quitté l'immeuble. Elle se trouve peut-être encore quelque part à l'intérieur, victime d'un malaise ou d'une chute. Les gendarmes organisent une fouille systématique de toutes les parties communes. Caves, greniers, locaux techniques, tout est inspecté centimètre par centimètre. Les gendarmes utilisent des lampes torches, déplacent les cartons entreposés, vérifient les recoins sombres. Ils découvrent des objets abandonnés, de vieux meubles, des vélos rouillés, mais aucune trace de Chantal David. Le lundi matin, les recherches s'étendent aux immeubles voisins, puis à la rue entière. Des équipes cynophiles sont déployées. Les chiens renifleurs suivent une piste olfactive jusqu'au local à poubelle, puis la perdent complètement. Comme si Chantal s'était volatilisée précisément à cet endroit. Les enquêteurs commencent à envisager d'autres scénarios. Le mardi, les gendarmes interrogent les commerçants du quartier. Le gérant du café situé à 100 mètres de l'immeuble affirme n'avoir vu personne correspondant au signalement de Chantal samedi soir. Le buraliste, qui ferme habituellement à 20h30, ne se souvient d'aucun passage suspect.
Les habitants des immeubles adjacents sont également questionnés. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Le commandant Legrand commence à soupçonner une intervention criminelle, mais sans corps, sans témoins et sans mobile, l'enquête tourne en rond. Il décide d'élargir les investigations aux antécédents de Maurice David. Maurice David, 68 ans, retraité depuis 4 ans, n'a aucun casier judiciaire. Les voisins le décrivent comme un homme calme, discret, parfois taciturne. Son mariage avec Chantal dure depuis 37 ans. Les 2 enfants, interrogés séparément, confirment que leurs parents formaient un couple stable, sans dispute notable. Aucun indice ne permet de suspecter Maurice d'un acte criminel. Les gendarmes fouillent néanmoins l'appartement du couple avec son consentement. Ils saisissent des documents, des photographies, des agendas. Rien de compromettant. L'appartement est propre, rangé, exempt de tout signe de violence. L'hypothèse d'un meurtre conjugal s'éloigne progressivement. Le mercredi, une battue générale est organisée dans un rayon de 5 km autour de la rue Gambetta. 150 volontaires, gendarmes et habitants du quartier ratissent les terrains vagues, les friches industrielles, les berges de la Vesle. Les recherches durent toute la journée. Aucun corps n'est découvert. Les plongeurs inspectent plusieurs sections de la rivière. Ils ne remontent que des détritus. Le jeudi, la presse locale commence à relayer l'affaire. Les journaux régionaux publient la photographie de Chantal, lancent un appel à témoins. Plusieurs personnes contactent la gendarmerie, affirmant avoir vu une femme correspondant au signalement dans différents quartiers de Reims. Toutes les pistes sont vérifiées, toutes se révèlent infondées. Les semaines passent sans avancée significative. Le commandant Legrand épluche les relevés téléphoniques des David, examine leurs comptes bancaires, vérifie leurs relations sociales. Tout semble normal. Chantal menait une vie simple, sans secret apparent. Elle n'avait pas d'amant, pas de dette de jeu, pas de trafic suspect. Ses collègues de la maison de retraite la décrivent comme une employée modèle, toujours ponctuelle, jamais absente sans raison. Personne ne lui connaît d'ennemis. L'affaire commence à stagner. En décembre 1992, faute de nouvelles pistes, l'enquête ralentit considérablement. Les gendarmes continuent de recevoir des témoignages sporadiques, mais aucun ne débouche sur une découverte concrète. En janvier 1993, 2 mois après la disparition, l'affaire Chantal David est progressivement classée sans suite. Le dossier reste ouvert officiellement, mais aucune nouvelle recherche n'est programmée. Maurice David sombre dans une profonde dépression. Il refuse de quitter l'appartement, espérant toujours que sa femme reviendra. Ses enfants tentent de le convaincre de déménager, mais il refuse catégoriquement. Les voisins évitent de croiser son regard dans l'escalier. L'immeuble tout entier porte le poids de cette disparition inexpliquée. Pendant 25 ans, personne ne saura ce qui est réellement arrivé à Chantal David cette nuit de novembre 1992. Janvier 2017. Un quart de siècle s'est écoulé depuis la disparition de Chantal David. Maurice est décédé en 2005, emportant avec lui toutes les questions sans réponse. Les 2 enfants de Chantal ont refait leur vie ailleurs, loin de Reims. L'immeuble de la rue Gambetta a changé de propriétaire, de locataire. Presque personne ne se souvient de l'affaire. Pourtant, à 40 km de là, dans un centre d'accueil de Châlons-en-Champagne, une femme âgée vient de prononcer un nom qui va faire ressurgir tout le passé. Elle s'appelle Chantal David. Les travailleurs sociaux du centre, stupéfaits, contactent immédiatement la police nationale. Le capitaine Julien Faure, de la brigade criminelle de Reims, reçoit l'appel en fin de matinée. On lui explique qu'une femme sans papier, âgée d'environ 87 ans, prétend s'appeler Chantal David et affirme avoir vécu à Reims. Le capitaine consulte les archives. L'affaire de 1992 remonte immédiatement. Il se rend à Châlons-en-Champagne accompagné d'un psychologue et d'une assistante sociale. La femme est assise dans une petite salle d'accueil, vêtue de vêtements usés mais propres, fournis par le centre.
Son visage est marqué par l'âge, ses cheveux blancs sont coupés courts. Elle semble désorientée, mais lucide. Le capitaine Faure s'assoit en face d'elle et commence l'entretien avec prudence. Il lui demande son nom complet. Elle répond sans hésitation. Chantal Marie David, née Roux le 12 avril 1930 à Épernay. Le capitaine vérifie mentalement. Les informations correspondent parfaitement au dossier de 1992. Il lui demande où elle a vécu. Elle cite la rue Gambetta, le numéro 47, le 3e étage. Nouveau recoupement exact. Le capitaine Faure sent son pouce accélérer. Il lui demande de raconter ce dont elle se souvient. Chantal ferme les yeux, inspire profondément, puis commence à parler d'une voix hésitante. Elle se souvient d'être descendue jeter la poubelle un samedi soir. Elle ne sait plus quelle année exactement, mais elle affirme que c'était en automne. Elle a jeté le sac dans le local, puis elle a voulu remonter. Mais à ce moment-là, quelqu'un l'a appelée depuis le rez-de-chaussée. Un homme qu'elle ne connaissait pas. Il portait une veste sombre, peut-être un blouson en cuir. Il lui a demandé si elle habitait au 3e, s'il pouvait lui parler d'un problème de voisinage. Chantal a hésité, puis a accepté de descendre jusqu'au hall d'entrée. C'est là que tout devient confus dans sa mémoire. Elle se souvient d'avoir ressenti un vertige soudain, comme si on lui avait administré quelque chose. Elle ne se rappelle pas être tombée, mais elle a l'impression d'avoir été transportée. Ensuite, tout est fragmenté. Des trajets en voiture la nuit, des routes qu'elle ne reconnaît pas, des arrêts dans des lieux qu'elle ne parvient pas à identifier. Elle évoque des pièces sombres, des fenêtres condamnées, des jours qui se succèdent sans repère temporel. Elle ne sait pas combien de temps cela a duré. Des semaines, des mois, des années, tout se mélange. Le capitaine Faure écoute sans l'interrompre, notant chaque détail. Chantal poursuit. Elle affirme avoir été déplacée plusieurs fois, toujours la nuit. Elle ne se souvient pas d'avoir été maltraitée physiquement, mais elle ressentait une peur constante. Elle mentionne la présence d'autres personnes, des voix qu'elle entendait sans voir les visages. Elle parle de nourriture apportée irrégulièrement, d'eau potable dans des bouteilles en plastique. Elle dit avoir perdu la notion du temps, des saisons, des années. Puis un jour, elle s'est retrouvée seule dans une pièce déverrouillée. Elle est sortie, a marché longtemps, s'est retrouvée dans une rue qu'elle ne connaissait pas. Quelqu'un l'a conduite jusqu'au centre d'accueil. Le capitaine Faure pose des questions plus précises. Peut-elle décrire l'homme du rez-de-chaussée? Chantal hésite. Elle se souvient d'un visage carré, de cheveux bruns, d'une voix grave. Mais les détails lui échappent. Peut-elle indiquer où elle a été retenue? Elle mentionne des lieux ruraux, des bâtiments isolés, peut-être des fermes abandonnées. Mais elle ne peut donner aucune localisation précise. Le capitaine comprend qu'il va falloir procéder méthodiquement. Il demande une expertise médicale complète, un examen psychologique approfondi, une vérification ADN pour confirmer formellement l'identité de cette femme. Toutes les procédures sont lancées immédiatement. Les résultats tombent 48 heures plus tard. L'ADN prélevé sur Chantal correspond parfaitement à celui de ses 2 enfants, contactés d'urgence. Il s'agit bien de Chantal David, disparue en novembre 1992. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias. Les journaux titrent sur la résurrection miraculeuse d'une disparue après 25 ans. Les chaînes de télévision demandent des interviews. Le capitaine Faure refuse toute communication avant d'avoir terminé son enquête. Il sait qu'il vient de rouvrir une affaire classée depuis un quart de siècle et que les révélations de Chantal contredisent radicalement toutes les conclusions initiales. Les enfants de Chantal arrivent à Châlons-en-Champagne le lendemain. Ils n'ont pas vu leur mère depuis 25 ans. La rencontre est déchirante. Chantal les reconnaît immédiatement, prononce leurs prénoms, pleure dans leurs bras. Mais elle ne comprend pas pourquoi ils ont tellement vieilli. Elle ne réalise pas qu'un quart de siècle s'est écoulé. Les médecins diagnostiquent des troubles de mémoire compatibles avec un traumatisme prolongé et une possible dissociation temporelle.
Le capitaine Faure sait qu'il va devoir reconstituer 25 années d'absence à partir de fragments de souvenirs incohérents. L'enquête la plus complexe de sa carrière commence. Le capitaine Faure constitue une équipe dédiée. Il recrute un psychologue spécialisé dans les traumatismes complexes, une assistante sociale expérimentée et 2 enquêteurs rompus aux affaires anciennes. Leur objectif, reconstituer le parcours de Chantal David entre novembre 1992 et janvier 2017. Mais comment retrouver des traces vieilles de 25 ans sans témoins, sans preuves matérielles, sans localisation précise? Le capitaine décide de procéder par étapes. Première étape, faire parler Chantal le plus possible, enregistrer chaque souvenir, aussi fragmentaire soit-il. Des entretiens quotidiens sont organisés dans un cadre sécurisé et bienveillant. Au fil des jours, Chantal livre des détails supplémentaires. Elle se souvient d'une odeur particulière dans la première pièce où elle a été retenue. Une odeur de moisi, de bois humide, comme une cave ou un hangar mal entretenu. Elle mentionne un bruit récurrent, peut-être une route proche ou une voie ferrée. Elle évoque des variations de température, très froid en hiver, étouffant en été. Ces indices suggèrent un lieu mal isolé, probablement rural. Le capitaine Faure consulte les archives de 1992. Aucune piste similaire n'avait été explorée à l'époque. Tout le monde pensait que Chantal avait disparu volontairement ou qu'elle avait été victime d'un accident. Chantal se souvient également d'avoir entendu des conversations en dehors de la pièce où elle était enfermée. Des voix d'hommes, parfois de femmes. Elle ne comprenait pas toujours ce qu'ils disaient, mais elle percevait des disputes, des tensions. Elle mentionne un prénom qui revient souvent, Didier. Le capitaine Faure note précieusement cette information. Il lance des recherches dans les bases de données criminelles pour identifier des individus nommés Didier, actifs dans la région de Reims ou Châlons-en-Champagne entre 1992 et 2017. Plusieurs noms ressortent, mais aucun ne correspond clairement au profil recherché. Le capitaine décide d'explorer une autre piste, les affaires de disparition similaires dans la région pendant la même période. Il épluche les archives départementales et découvre 3 autres cas troublants. En 1994, une femme de 65 ans disparaît à Épernay sans laisser de traces. En 1998, une retraitée de 70 ans s'évanouit à Châlons-en-Champagne dans des circonstances similaires. En 2003, une autre femme âgée disparaît à Vitry-le-François. Toutes ces affaires ont été classées sans suite. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Le capitaine Faure commence à suspecter l'existence d'un réseau ou d'un prédateur sériel ciblant spécifiquement les femmes âgées. Il décide de confronter Chantal à cette hypothèse. A-t-elle croisé d'autres femmes durant sa captivité? Chantal réfléchit longuement. Elle finit par évoquer un souvenir flou. Une autre femme, plus jeune qu'elle, qui pleurait dans une pièce adjacente. Elle ne l'a jamais vue, mais elle a entendu ses sanglots pendant plusieurs jours. Puis, le silence. Chantal ne sait pas ce qui lui est arrivé. Le capitaine Faure sent son sang se glacer. Si Chantal dit vrai, il existe peut-être d'autres victimes, vivantes ou mortes, dont personne ne connaît l'existence. L'affaire prend une dimension beaucoup plus grave. Le capitaine Faure organise une conférence de presse restreinte. Il appelle à témoin toute personne ayant des informations sur des disparitions de femmes âgées dans la région entre 1990 et 2017. Il demande également aux propriétaires de bâtiments agricoles, de hangars ou de fermes abandonnées de vérifier leurs locaux. Plusieurs appels affluent dans les jours suivants. Certains témoignages sont farfelus, d'autres méritent vérification. Une ancienne résidente de Châlons-en-Champagne affirme avoir vu, au milieu des années 2000, un homme transporter une femme âgée, visiblement désorientée dans une camionnette blanche. Elle n'a jamais signalé ce fait à l'époque. Le capitaine note le signalement. Pendant ce temps, les experts médicaux examinent Chantal en profondeur. Ils constatent des cicatrices anciennes sur ses poignets, compatibles avec des liens serrés.
Ils détectent également des carences nutritionnelles chroniques, des séquelles de déshydratation répétées, des signes de négligence prolongée. Tous ces éléments corroborent la thèse d'une séquestration longue. Mais une question demeure. Pourquoi Chantal a-t-elle été libérée après 25 ans? Pourquoi maintenant? Le capitaine Faure interroge Chantal sur ce point. Elle ne sait pas. Elle se souvient seulement d'avoir trouvé une porte ouverte un matin et d'être sortie sans réfléchir. Le capitaine émet une hypothèse. Le ravisseur, ou les ravisseurs, ont peut-être été contraints d'abandonner le lieu de séquestration pour une raison inconnue. Décès, arrestation pour un autre motif, déménagement forcé. Chantal aurait alors été laissée seule, peut-être volontairement pour qu'elle soit retrouvée, ou par simple négligence. Le capitaine lance des recherches croisées, décès suspects dans la région, arrestations récentes, vente de propriétés agricoles. Il découvre qu'en décembre 2016, un homme de 72 ans, Didier Girard, propriétaire d'une ferme isolée près de Mourmelon-le-Grand, est décédé d'une crise cardiaque. Ce prénom correspond à celui mentionné par Chantal. Le capitaine Faure se rend immédiatement à Mourmelon-le-Grand avec son équipe. La ferme de Didier Girard se situe à une trentaine de kilomètres de Châlons-en-Champagne, en pleine campagne. Le bâtiment principal est délabré. Les dépendances sont à l'abandon. Les héritiers ont mis la propriété en vente, mais elle n'a trouvé aucun preneur. Le capitaine obtient l'autorisation de fouiller les lieux. Dès l'entrée dans le hangar principal, une odeur de moisi les saisit. Chantal avait mentionné cette odeur. Les enquêteurs explorent méthodiquement chaque pièce, chaque recoin. Dans une ancienne étable convertie en local de stockage, ils découvrent des matelas usagés, des bouteilles d'eau vides, des restes de nourriture périmés. Le capitaine Faure ordonne une fouille approfondie de toute la propriété. Les techniciens de la police scientifique arrivent avec leur matériel. Ils prélèvent des échantillons sur les matelas, recherchent des traces biologiques, photographient chaque détail. Dans un coin de l'étable, sous une bâche en plastique, ils découvrent des sangles en cuir usé, des chaînes rouillées fixées au mur, des serrures rudimentaires. Tout indique qu'au moins une personne a été retenue ici contre son gré pendant une période prolongée. Le capitaine fait venir Chantal sur les lieux, accompagnée d'un psychologue. Elle reconnaît immédiatement l'odeur, la disposition des pièces, certains détails architecturaux. Elle affirme avoir passé du temps ici. Les analyses ADN révèlent plusieurs traces biologiques sur les matelas. L'une d'entre elles correspond parfaitement à l'ADN de Chantal David. Une deuxième trace correspond à une femme disparue en 1998 à Châlons-en-Champagne, Sylvie Vincent, dont le dossier avait été classé sans suite. Une troisième trace appartient à une femme non identifiée. Le capitaine Faure comprend qu'il vient de découvrir un lieu de séquestration multiple. Didier Girard, décédé en décembre 2016, apparaît désormais comme le principal suspect. Mais était-il seul? Chantal avait mentionné plusieurs voix, des disputes, des tensions. Le capitaine décide de fouiller le passé de Didier Girard. Didier Girard, 72 ans au moment de son décès, était un homme discret, célibataire, sans enfant. Il avait hérité de la ferme de ses parents dans les années 80 et y vivait seul depuis. Les voisins le décrivaient comme un solitaire, peu bavard, parfois désagréable. Il travaillait sporadiquement comme ouvrier agricole dans les exploitations voisines. Personne ne lui connaissait de fréquentation particulière. Les relevés bancaires montrent des retraits réguliers en espèces, mais aucune dépense suspecte. Le capitaine interroge les héritiers, deux cousins éloignés qui n'avaient presque aucun contact avec Didier. Ils ignorent tout de sa vie privée. Le capitaine épluche les archives de la gendarmerie locale. En 1995, Didier Girard avait été interrogé dans le cadre d'une enquête de voisinage suite à la disparition d'une femme à Épernay. Il avait fourni un alibi qui n'avait jamais été vérifié en profondeur. En 2003, son nom était à nouveau apparu dans une enquête similaire à Vitry-le-François. Là encore,
Il avait été entendu comme témoin, puis relâché sans suite. Le capitaine Faure réalise que Didier Girard aurait dû être placé sous surveillance bien plus tôt. Mais à l'époque, les bases de données n'étaient pas interconnectées comme aujourd'hui. Les recoupements n'avaient jamais été faits. Le capitaine décide de reconstituer le réseau de Didier Girard. Il épluche ses relevés téléphoniques des dernières années disponibles. Un numéro revient régulièrement, celui de Thierry André, 65 ans, habitant également une ferme isolée près de Cézanne. Le capitaine se rend sur place avec son équipe. Thierry André est toujours vivant. Il accueille les policiers avec méfiance. Interrogé sur ses relations avec Didier Girard, il affirme qu'ils étaient amis d'enfance, qu'ils se voyaient occasionnellement pour boire un verre. Le capitaine demande l'autorisation de fouiller sa propriété. Thierry André refuse catégoriquement. Le capitaine obtient un mandat de perquisition. La fouille de la ferme de Thierry André débute le lendemain matin. Les enquêteurs découvrent rapidement un hangar verrouillé à l'arrière de la propriété. Thierry André prétend avoir perdu la clé. Les gendarmes forcent la serrure. À l'intérieur, même configuration que chez Didier Girard. Matelas usagé, chaînes, serrures, traces de vie prolongées. Les prélèvements ADN révèlent la présence de plusieurs femmes différentes. L'une d'entre elles correspond à la disparue de 1994 à Épernay. Thierry André est immédiatement placé en garde à vue. Confronté aux preuves, il finit par craquer et avoue partiellement. Lui et Didier Girard enlevaient des femmes âgées depuis le début des années 90. Thierry André explique leur mode opératoire. Il repérait des femmes seules, vulnérables, habitant des immeubles ou des quartiers peu surveillés. Didier les abordait sous un prétexte banal, leur administrait un sédatif, puis les transportait dans sa camionnette jusqu'à sa ferme. Là, elles étaient séquestrées pendant des mois, parfois des années. Thierry André prétend qu'il ne les maltraitait pas physiquement, qu'il les nourrissait, qu'il voulait simplement de la compagnie. Le capitaine Faure ne croit pas à cette version édulcorée. Les traces de liens, les cicatrices, les carences nutritionnelles témoignent de conditions de détention déplorables. Thierry André ment pour minimiser sa responsabilité. Le capitaine demande à Thierry André combien de femmes ont été séquestrées au total. Thierry hésite, puis finit par avouer au moins 8, peut-être 10. Il ne se souvient pas de tous les noms. Certaines sont mortes en captivité, de vieillesse ou de maladie. Leurs corps ont été enterrés dans les bois environnants. Le capitaine Faure ordonne des fouilles immédiates. Pendant plusieurs semaines, des équipes cynophiles et des géologues fouillent les terrains autour des deux fermes. Ils découvrent 5 corps enterrés dans des tombes sommaires. Les analyses permettent d'identifier 4 des victimes, les disparus de 1994, 1988, 2003, et une femme portée disparue en 2007, dont l'affaire n'avait jamais été reliée aux autres. Chantal David est convoquée pour identifier Thierry André. Elle le reconnaît immédiatement. C'est lui qu'elle avait entendu disputer avec Didier Girard. Elle se souvient de sa voix, de certaines phrases qu'il prononçait. Thierry André est formellement inculpé pour enlèvement, séquestration, homicide involontaire et complicité d'homicide. Le procès est programmé pour l'année suivante. Le capitaine Faure boucle son enquête avec un sentiment mitigé. Il a résolu une affaire vieille de 25 ans, mais il a découvert un réseau de prédateurs qui a opéré impunément pendant des décennies. Combien d'autres victimes sont encore inconnues? Combien d'autres affaires classées cachent des horreurs similaires? Le procès de Thierry André s'ouvre en novembre 2018 devant la cour d'assises de Reims. L'affaire a suscité une émotion considérable dans toute la région. Les familles des victimes identifiées sont présentes dans la salle. Chantal David, accompagnée de ses 2 enfants, témoigne en premier. Elle raconte son enlèvement, sa séquestration, les 25 années volées. Sa voix tremble, mais elle maintient son récit avec une détermination impressionnante. Elle décrit les conditions de détention, la peur permanente, l'isolement total.
Elle évoque les autres femmes qu'elle a entendues sans jamais les voir. Elle affirme que Didier Girard et Thierry André agissaient ensemble, qu'ils se relayaient pour surveiller les captives. Thierry André, assis au banc des accusés, nie toute violence. Il maintient qu'il voulait simplement de la compagnie, que ces femmes étaient seules, abandonnées par leur famille. L'avocat général rétorque que ces femmes avaient des proches, des vies, des projets. Elles ont été arrachées à leur existence par deux prédateurs qui les considéraient comme des objets. Les expertises psychiatriques révèlent que Thierry André souffre de troubles de la personnalité, mais qu'il était parfaitement conscient de ses actes. Il est jugé responsable pénalement. Les familles des victimes décédées témoignent tour à tour. Elles évoquent les années d'angoisse, les recherches infructueuses, le sentiment d'abandon face à une justice qui n'avançait pas. Le procès dure 3 semaines. Les débats sont souvent tendus. L'avocat de la défense tente de minimiser la responsabilité de Thierry André en invoquant l'influence de Didier Girard, décédé et donc absent du box. Mais les preuves sont accablantes. Les traces ADN, les témoignages, les objets retrouvés dans les fermes. Le réquisitoire de l'avocat général est implacable. Il demande la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Il souligne la gravité exceptionnelle des faits, la souffrance infligée aux victimes, l'absence totale de remords sincères. Le jury se retire pour délibérer. La salle retient son souffle. Le verdict tombe après 2 jours de délibération. Thierry André est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Les familles des victimes accueillent la sentence avec des larmes de soulagement. Chantal David serre ses enfants dans ses bras. Elle a obtenu justice, mais rien ne lui rendra les 25 années perdues. Thierry André reste impassible. Il est immédiatement conduit en détention. Le capitaine Faure, présent dans la salle, ressent une satisfaction professionnelle teintée d'amertume. Il a résolu l'affaire, mais trop tard pour sauver toutes les victimes. Après le procès, Chantal David tente de reconstruire une vie normale. Ses enfants l'accueillent chez eux, à Épernay. Elle bénéficie d'un suivi psychologique intensif pour traiter les traumatismes. Les séquelles sont profondes, troubles du sommeil, crises d'angoisse, difficulté à supporter les espaces clos. Mais elle refuse de se laisser définir uniquement par son calvaire. Elle accepte de témoigner publiquement, espérant que son histoire permettra d'améliorer le traitement des disparitions de personnes âgées. Elle participe à des conférences, rencontre des associations de familles de disparus, apporte son soutien à ceux qui traversent les mêmes épreuves qu'elle a connues. Les enquêteurs continuent de fouiller les terrains autour des fermes de Didier Girard et Thierry André. En 2019, un 6e corps est découvert, enterré dans une zone boisée. Les analyses révèlent qu'il s'agit d'une femme disparue en 1991, avant même l'affaire Chantal David. Cela signifie que Didier Girard et Thierry André opéraient depuis au moins 30 ans. Le capitaine Faure reprend tous les dossiers de disparition non résolus dans la région entre 1985 et 2016. Il identifie 12 cas potentiellement liés. Certains sont explorés, d'autres restent en suspens faute de preuves suffisantes. L'enquête, officiellement close en 2018, reste en réalité ouverte. En 2020, un documentaire télévisé retrace l'affaire Chantal David. Les réalisateurs interrogent les enquêteurs, les familles des victimes, Chantal elle-même. Le documentaire pose des questions dérangeantes. Comment 2 prédateurs ont-ils pu opérer impunément pendant 30 ans? Pourquoi les enquêtes initiales n'ont-elles pas abouti? Pourquoi les affaires de disparition de femmes âgées sont-elles souvent classées trop rapidement? Les autorités judiciaires reconnaissent des défaillances. Des protocoles sont mis en place pour améliorer le traitement des disparitions, notamment celles concernant les personnes vulnérables. L'affaire Chantal David devient un cas d'école dans la formation des enquêteurs. Chantal David décède paisiblement en mai 2022, à l'âge de 92 ans,
entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle a vécu 5 années de liberté après sa libération. 5 années pendant lesquelles elle a retrouvé une partie de son humanité. Ses proches affirment qu'elle a réussi à pardonner, non pas à ses ravisseurs, mais à elle-même, pour avoir survécu quand d'autres sont mortes. Ses obsèques rassemblent des centaines de personnes, familles des victimes, enquêteurs, travailleurs sociaux, inconnus touchés par son histoire. Le capitaine Faure prononce un discours émouvant. Il salue le courage de Chantal, sa résilience, sa dignité face à l'horreur. Thierry André purge sa peine dans une maison centrale de haute sécurité. Il n'a jamais exprimé de regrets sincères. Les experts psychiatriques qui le suivent notent une absence totale d'empathie envers ses victimes. Il maintient que Didier Girard était le cerveau de l'opération, qu'il n'était qu'un complice passif. Personne ne le croit. En 2023, une dernière victime est identifiée grâce à des analyses ADN avancées. Il s'agit d'une femme disparue en 1989, retrouvée enterrée près de la ferme de Didier Girard. Le bilan final s'établit à 8 victimes décédées, 2 survivantes dont Chantal David. L'affaire reste l'une des plus sombres de l'histoire criminelle de la Champagne. L'affaire Chantal David illustre les failles du système judiciaire face aux disparitions de personnes âgées. Pendant des décennies, ces affaires ont été traitées comme secondaires, classées rapidement faute de moyens ou d'intérêt médiatique. Les familles étaient laissées sans réponse, les enquêtes piétinées, les prédateurs opéraient librement. Aujourd'hui, grâce à l'amélioration des protocoles, à l'interconnexion des bases de données et à la sensibilisation des enquêteurs, de telles situations devraient être plus difficiles à reproduire. Mais combien d'affaires similaires demeurent encore non résolues, enfouies dans les archives, oubliées de tous, sauf des familles qui continuent de chercher? Chantal David a survécu 25 ans de captivité. Elle a traversé l'enfer, perdu un quart de siècle de sa vie, mais elle a retrouvé sa liberté. D'autres n'ont pas eu cette chance. Leurs corps reposent dans des tombes anonymes. Leurs disparitions n'ont jamais été élucidées. L'histoire de Chantal nous rappelle que derrière chaque affaire classée, il y a des vies brisées, des familles détruites, des victimes qui attendent justice. Elle nous rappelle aussi l'importance de ne jamais abandonner, de continuer à chercher, même après des décennies, car la vérité finit toujours par refaire surface, d'une manière ou d'une autre. Si cette affaire vous a marqué, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser votre entourage. Chaque partage contribue à maintenir la mémoire des victimes et à rappeler l'importance de la vigilance collective face aux disparitions inexpliquées. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres enquêtes et mystères non résolus. Activez la cloche pour ne manquer aucune publication. Et surtout, prenez soin de vos proches. Restez attentifs aux personnes vulnérables autour de vous. Parfois, un simple geste d'attention peut éviter le pire. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire.